Je poursuis la lecture de Sakodo de Huysmans à la suite de la vidéo de Lady et Prof qui s'arrête au un quart de l'histoire. Si vous souhaitez avoir l'intégralité de l'histoire, je vous redirige vers sa vidéo en mettant un lien dans la description pour ainsi revenir à la suite sur la mienne. La lumière avait disparu à la fenêtre du major. Le pharmacien éteignit enfin la sienne. Nous rampons en dehors du fourré. Examinons les alentours, prévenons les hommes qui se glissent le long des murs. Ne rencontrent pas des sentinelles sur la route, se font la courte échelle et sautent dans la campagne. 1 heure après, ils étaient de retour. Chargés de victuailles, ils nous les passent, rentrent avec nous dans le dortoir. Nous supprimons les deux veilleuses, allumons des bouts de bougies par terre, et autour de mon lit, en chemise, nous formons le cercle. Nous avions absorbé 3 ou 4 litres et dépecé la bonne moitié d'un gigotin. Quand un énorme bruit de bottes se fait entendre, je souffle les bouts de bougie à coups de savate. Chacun se sauve sous son lit. La porte s'ouvre, le major apparaît, pousse un formidable nom de Dieu, trébuche dans l'obscurité, sort et revient avec un falot et l'inévitable cortège des infirmiers. Je profite du moment de répit pour faire disparaître les reliefs du festin. Le major traverse au pas accéléré le dortoir sacrant, menaçant de nous faire tous empoignés et collés au bloc. Nous nous tordons de rire sous nos couvertures. Des fanfares éclatent à l'autre bout du dortoir. Le major nous met tous à la diète. Puis il s'en va, nous prévenant que nous connaîtrons dans quelques instants le bois dont il se chauffe. Une fois partis, nous nous esclaffons à qui mieux, des roulements, des fusées de rire grondent et pétillent. Le clairon fait la roue dans le dortoir. Un de ses amis lui fait vis-à-vis, un troisième saute sur sa couche, comme sur un tremplin et bondit et rebondit, les bras flottants, la chemise envolée, son voisin entame un cancan triomphal. Le major rentre brusquement, ordonne à 4 lignards qu'ils amènent d'empoigner les danseurs et nous annonce qu'il va rédiger un rapport et l'envoyer à qui de droit. Le calme est enfin rétabli. Le lendemain, nous faisons acheter des mangeailles par les infirmiers. Les jours s'écoulent sans autre incident. Nous commencions à crever d'ennui dans cette ambulance. Quand à 5 heures, un jour, le médecin se précipite dans la salle, nous ordonne de reprendre nos vêtements de troupier et de boucler nos sacs. Nous apprenons 10 minutes après que les prussiens marchent sur Châlons. Une morne stupeur règne dans la chambrée. Jusque-là, nous ne nous doutions pas des événements qui se passaient. Nous avions appris la trop célèbre victoire de Sarrebruck. Nous nous attendions pas au revers qui nous accablait. Le major examine chaque homme. Aucun n'est guéri. Tout le monde a été trop longtemps gorgé d'eau, de réglisse et privé de soins. Ils renvoient néanmoins dans leur corps les moins malades et ils ordonnent aux autres de coucher tous habillés et le sac prêt. Francis et moi, nous étions au nombre de ces derniers. La journée se passe, la nuit se passe, rien, mais j'ai toujours la colique et je souffre. Enfin, vers 9 heures du matin, apparaît une longue file de cacolets, conduits par des tringlots. Nous grimpons à deux sur l'appareil. Francis et moi, nous étions hissés sur le même mulet. Seulement, comme le peintre était très gras et moi très maigre, le système bascula. Je montais dans les airs tandis qu'il poussait par derrière, gigota et rua furieusement. Nous courions cramponnant nous courions dans un tourbillon de poussière, aveuglés, ahuris, secoués, nous cramponnant à la barre du cacolet, fermant les yeux, riant et guignant. Nous arrivâmes à Châlons, plus morts que vifs. Nous tombâmes comme un bétail harassé sur le sable. Puis on nous empila dans des wagons et nous quittâmes la ville. Pour aller où? Personne ne le savait. Il faisait nuit. Nous volions sur les rails. Les malades étaient sortis des wagons et se promenaient sur les plateformes. La machine siffle, ralentit son vol et s'arrête dans une gare. Celle de Reims, je suppose, mais je ne pourrais l'affirmer. Nous mourions de faim. L'intendance n'avait oublié qu'une chose, nous donner un pain pour la route. Je descends et j'aperçois un buffet ouvert. J'y cours, mais d'autres m'avaient devancé. On se battait alors que j'y arriverais. Les uns s'emparaient de bouteilles, les autres de viande, ceux-ci de pain, ceux-là de cigares. Affolé, furieux, le restaurateur défendait sa boutique à coups de broc, poussé par leurs camarades qui venaient en bande. Le premier rang des mobiles se rue sur le comptoir qui s'abat, entraînant dans sa chute le patron du buffet et ses garçons. Ce fut alors un pillage réglé.
Tout y passa, depuis les allumettes jusqu'au cure-dents. Pendant ce temps, une cloche sonne et le train part. Aucun de nous ne se dérange, et tandis qu'assis sur la chaussée, j'explique au peintre que ses bronches travaillent. La contexture du sonnet, le train recule sur ses rails pour nous chercher. Nous remontons dans nos compartiments et nous passons la revue du butin conquis. À vrai dire, les mets étaient peu variés. De la charcuterie, et rien que la charcuterie. Nous avions 6 rouelles de cerveau. Nous avions 6 rouelles de cervelas à l'ail, une langue écarlate, 2 saucissons, une superbe tranche de mortadelle, une tranche au liseré d'argent aux chairs d'un rouge sombre marbré de blanc, 4 litres de vin, une demi-bouteille de cognac et des bouts de bougie. Nous fichâmes les lumigons dans le col de nos gourdes qui se balancèrent, retenus aux parois du wagon par des ficelles, qui se balançaient retenus... Non. C'était par instant, quand le train sautait sur les aiguilles des embranchements, une pluie de gouttes chaudes qui se figeait, presque aussitôt, en de larges plaques, mais nos habits en avaient vu bien d'autres. Nous commençâmes immédiatement le repas, qu'interrompaient les allées et venues de ceux des mobiles, qui, courant sur le marchepied tout le long du train, venaient frapper au carreau et nous demandaient à boire. Nous chantions à tue-tête, nous buvions, nous trinquions. Jamais malades ne firent autant de bruit et ne gambadèrent ainsi sur un train en marche. On eût dit d'une cour de miracles roulante, les estropiés sautaient à pieds joints. Ceux dont les intestins brûlés les arrosaient des lampées de cognac. Les borgnes ouvraient les yeux. Les fiévreux cabriolaient. Les Georges malades beuglaient et pintaient. C'était inouï. Cette turbulence finit cependant par se calmer. Je profite de cet apaisement pour passer le nez à la fenêtre. Il n'y avait pas une étoile, pas même un bout de lune. Le ciel et la terre ne semblaient faire qu'un. Et dans cette intensité d'un noir d'encre clignotait comme des yeux de couleurs différentes des lanternes attachées à la tôle des disques. Le mécanicien jetait ses coups de sifflet. La machine fumait et vomissait sans relâche des flamèches. Je referme le carreau et je regarde mes compagnons. Les uns ronflaient, les autres, gênés par les cahots du coffre, ronronchonnaient et juraient, se retournant sans cesse, cherchant une place pour étendre leurs jambes, pour caler leur tête qui vacillait à chaque secousse. À force de les regarder, je commençais à m'assoupir, quand l'arrêt complet du train me réveilla. Nous étions dans une gare et le bureau du chef flamboyait comme feu de forge dans la sombreur de la nuit. J'avais une jambe engourdie, je frissonnais de froid, je descends pour me réchauffer un peu. Je me promène de long en large sur la chaussée. Je vais regarder la machine que l'on dételle et que l'on remplace par une autre, et longeant le bureau, j'écoute la sonnerie et le tic-tac du télégraphe. L'employé, me tournant le dos, était un peu penché sur la droite, de sorte que, du point où j'étais placé, je ne voyais que le derrière de sa tête, et le bout de son nez qui brillait, rose et perlé de sueur, tandis que le reste de la figure disparaissait dans l'ombre que projetait l'abat-jour d'un bec de gaz. On m'invite à remonter en voiture, et je retrouve mes camarades tels que je les ai laissés. Cette fois, je m'endors pour tout de bon. Depuis combien de temps mon sommeil durait-il? Je ne sais. Quand un grand cri me réveille. Paris, Paris! Je me précipite à la portière. Au loin, sur une bande d'or pâle, se détachent en noir des tuyaux de fabrique et d'usine. Nous étions à Saint-Denis. La nouvelle court de wagon en wagon. Tout le monde est sur pied. La machine accélère le pas. La gare du Nord se dessine au loin. Nous y arrivons. Nous descendons, nous nous jetons sur les portes. Une partie d'entre nous parvient à s'échapper. L'autre est arrêtée par les employés du chemin de fer et par les troupes. On nous fait remonter de force dans un train qui chauffe. Et nous revoilà partis. Dieu, c'est pour vous. Nous roulons deux rechefs toute la journée. Je suis las de regarder ces ribambelles de maisons et d'arbres qui filent devant mes yeux. Et puis j'ai toujours la colique et je souffre. Vers 4 heures de l'après-midi, la machine ralentit son essor et s'arrête dans un débarcadère, où nous attendait un vieux général autour duquel s'ébattait une volée de jeunes gens, coiffés de képis roses, culottés de rouge et chaussés de bottes à éperons jaunes. Le général nous passe en revue et nous divise en deux escouades. L'une par le séminaire, l'autre est dirigée sur l'hôpital. Nous sommes, paraît-il, à Arras. Francis et moi, nous faisions partie de la première escouade. On nous hisse sur des charrettes bourrées de paille et nous arrivons devant un grand bâtiment qui farde et semble vouloir s'abattre dans la rue.
Nous montons au deuxième étage, dans une pièce qui contient une trentaine de lits. Chacun déboucle son sac, se peigne et s'assied. Un médecin arrive. Qu'avez-vous dit le premier. Un anthrax. Ah, et vous Une dysenterie. Ah, et vous Un budon. Mais alors, vous n'avez pas été blessé pendant la guerre? Pas le moins du monde. Eh bien, vous pouvez reprendre vos sacs. L'archevêque nous donne les lits des séminaristes qu'aux blessés. Je remets dans mon sac les bibelots que j'en avais tirés. Et nous repartons. K1, KA pour l'hospice de la ville. Il n'y avait plus de place. En vain, les sœurs s'ingénient à rapprocher les lits de fer. Les salles sont pleines. Fatigué de toutes ces lenteurs, j'empoigne un matelas. Francis en prend un autre. Et nous allons nous étendre dans le jardin, sur une grande pelouse. Le lendemain matin, je cause avec le directeur. Un homme affable et charmant. Je lui demande pour le peintre et pour moi la permission de sortir dans la ville. Il y consent. La porte s'ouvre, nous sommes libres. Nous allons enfin déjeuner. Manger de la vraie viande, boire du vrai vin. Ah, nous n'hésitions pas, nous allons au plus bel hôtel de la ville. On nous sert un succulent repas. Il y a des fleurs sur la table, de magnifiques bouquets de roses et de fuchsias qui s'épanouissent dans des cornets de verre. Le garçon nous rapporte une entrecôte qui saigne dans un lac de beurre. Le soleil se met de la fête, fait étinceler les couverts et les lames des couteaux, blute sa poudre d'or au travers des carafes, et lutinant le pommard qui se balance doucement dans les verres, pique d'une étoile sanglante la nappe damassée. Aux saintes joies des baffres! J'ai la bouche pleine et Francis est saoul. Le fumet des rôtis se mêle au parfum des fleurs. La pourpre des vins lutte d'éclat avec la rougeur des roses. Le garçon qui nous sert a l'air d'un idiot. Nous avons l'air de goinfres. Ça nous est bien décale. Ça nous est bien décale. Nous empiffrons rôti sur rôti. Nous ingurgitons Bordeaux sur Bourgogne. Chartreux sur Cognac. Au diable les vinasses et les 3-6 que nous buvons depuis notre départ de Paris. Au diable ces ratas sans nom, ces garrotailles inconnues dont nous nous sommes si maigrement gavés depuis près d'un mois. Nous sommes méconnaissables. Nos mines de faméliques rougeoient comme des trognes. Nous bâillons le nez en l'air, nous allons à la dérive. Nous parcourons ainsi toute la ville. Le soir arrive, il faut pourtant rentrer. La sœur qui surveillait la salle des vieux, nous dit avec sa petite voix flûtée: Messieurs, les militaires, vous avez eu bien froid la nuit dernière, mais vous allez avoir un bon lit. Et elle nous emmène dans une grande salle où fignolent au plafond 3 veilleuses mal allumées. J'ai un lait blanc, je m'enfonce avec délice dans les draps qui sentent encore la bonne odeur de la lessive. On n'entend plus que le souffle ou le ronflement des dormeurs. J'ai bien chaud, mes yeux se ferment. Je ne sais plus où je suis. Quand un gloussement prolongé me réveille. J'ouvre un œil et j'aperçois au pied de mon lit un individu qui me contemple. Je me dresse sur mon séant. J'ai devant moi un vieillard long, sec, l'œil hagard, les lèvres bavant dans une barbe pas faite. Je lui demande ce qu'il me veut. Pas de réponse. Je lui crie: Allez-vous-en, laissez-moi dormir. Il me montre le poing. Je le soupçonne d'être un aliéné. Je roule une serviette au bout de laquelle je tortille sournoisement un nœud. Il avance d'un pas. Je saute sur le parquet. Je pars le coup de poing qu'il m'envoie. Et lui assène en riposte sur l'œil gauche un coup de serviette à toute volée. Il envoie 36 chandelles. Se rue sur moi. Je me recule et lui décoche un vigoureux coup de pied dans l'estomac. Il culbute, entraîne dans sa chute une chaise qui rebondit. Le dortoir est réveillé. Francis accourt en chemise pour me prêter main forte. La sœur arrive. Les infirmiers s'élancent sur le fou qu'il fesse et parviennent à grande peine à recoucher. L'aspect du dortoir était éminemment cocasse, aux lueurs d'un rose vague qu'épandaient autour d'elle les veilleuses mourantes. Avait succédé le flamboiement de 3 lanternes. Le plafond noir avec ses ronds de lumière qui dansaient au-dessus des mèches en combustion éclatait maintenant avec ses teintes de plâtre fraîchement crépi. Les malades d'une réunion de guignols hors d'âge avaient empoigné le morceau de bois qui pendait au bout d'une ficelle au-dessus de leur lit, s'y cramponnaient d'une main et faisaient de l'autre des gestes terrifiés. À cette vue, ma colère tombe, je me tords de rire. La peintre
Le peintre suffoque et il n'y a que la sœur qui garde son sérieux et arrive, à force de menaces et de prières, à rétablir l'ordre dans la chambrée. La nuit s'achève tant bien que mal. Le matin à 6 heures, un roulement de tambour nous réunit, le directeur fait l'appel des hommes. Nous partons pour Rouen. Arrivé dans cette ville, un officier dit aux malheureux qui nous conduisaient que l'hospice était plein et ne pouvait nous loger. En attendant, nous avons une heure d'arrêt. Je jette mon sac dans un coin de la gare, et bien que mon ventre grouille, nous voilà partis. Francis et moi, errant à l'aventure, nous extasions devant l'église de Saint-Ouen. Nous ébahissait devant les vieilles maisons. Nous admirons tant et tant que l'heure s'était écoulée depuis longtemps avant même que nous eussions songé à retrouver la gare. Il y a beau temps que vos camarades sont partis, nous dit un employé du chemin de fer. Ils sont évreux. Diable, le premier train ne part plus qu'à 9 heures. Allons dîner. Quand nous arrivâmes à Évreux, la pleine nuit était venue. Nous ne pouvions nous présenter à pareille heure dans un hospice. Nous aurions eu l'air de malfaiteurs. La nuit est superbe. Nous traversons la ville et nous nous trouvons en rase de campagne. C'était le temps de la fenaison. Les gerbes étaient en tas. Nous avisons une petite meule dans un champ. Nous y creusons 2 niches confortables et je ne sais si c'est l'odeur troublante de notre couche ou le parfum pénétrant des bois qui nous émeuvent, mais nous éprouvons le besoin de parler de nos amours défuntes. Le thème était inépuisable. Peu à peu, cependant, les paroles deviennent plus rares. Les enthousiasmes s'affaiblissent. Nous nous endormons. Sacrebleu! Crie mon voisin qui s'étire. Quelle heure peut-il bien être? Je me réveille à mon tour. Le soleil ne va pas tarder à se lever, car le grand rideau bleu se galonne à l'horizon des franges roses. Quelle misère! Il va falloir aller frapper à la porte de l'hospice. Dormir dans des salles imprégnées de cette senteur fade sur laquelle revient comme une ritournelle obstinée, l'âcre fleur de la poudre diophoforme. Nous reprenons tout tristes le chemin de l'hôpital. On nous ouvre, mais hélas, un seul de nous est admis, Francis, et moi, on m'envoie au lycée. La vie n'était plus possible. Je méditais une évasion, quand un jour l'interne de service descend dans la cour. Je lui montre ma carte d'étudiant, en droit. Il connaît Paris, le quartier latin. Je lui explique ma situation. Il faut absolument, lui dis-je, ou que Francis vienne au lycée, ou que j'aille le rejoindre à l'hôpital. Il réfléchit, et le soir, arrivant près de mon lit, me glisse ces mots dans l'oreille. Dites, demain matin, que vous souffrez davantage. Le lendemain, en effet, vers 7 heures, le médecin fait son entrée. Un brave et excellent homme qui n'avait que 2 défauts, celui de puer des dents et celui de vouloir se débarrasser de ses malades, coûte que coûte. Tous les matins, la scène suivante avait lieu. « Ah ah! Le gaillard !» criait-il. « Quelle mine il a !»« Bon teint, pas de fièvre. Levez-vous et allez prendre une bonne tasse de café. » Mais pas de bêtises. Vous savez, ne courez pas après les jupes. Je vais vous signer votre exact. Vous retournerez demain à votre régiment. Malade ou pas malade, il en envoyait 3 par jour. Ce matin-là, il s'arrête devant moi et dit « Ah, Sarpelote, mon garçon, vous avez meilleure mine. » Je me récrie. Jamais je n'ai tant souffert. Il me tâte le ventre. « Mais ça va mieux, murmure-t-il. Le ventre est point et moins dur. » Je proteste. Il semble étonné, l'interne lui dit alors tout bas. Il faudrait peut-être lui donner un lavement. Et nous n'avons ici ni seringue, ni clésopompe. Si nous l'envoyons à l'hôpital. Tiens, mais c'est une idée, dit le brave homme, enchanté de se débarrasser de moi. Et séance tenante. Il signe mon billet d'admission. Je boucle radieux mon sac, et sous la garde d'un servant du lycée, je fais mon entrée à l'hôpital. Je retrouve Francis. Par une chance incroyable, le corridor Saint-Vincent où il se couche. Faute de place dans les salles, contient un lit vide près du sien. Nous sommes enfin réunis. Issus de nos 2 lits, 5 grabats longent à la queue les murs enduits de jaune. Ils ont pour habitants un soldat de la ligne, 2 artilleurs, un dragon et un hussard. Le reste de l'hôpital se compose de quelques vieillards, fêlés et gâteux, de quelques jeunes hommes,
rachitique ou bancroche, et d'un grand nombre de soldats, épaves ou l'armée de MacMahon, qui, après avoir roulé l'ambulance en ambulance, étaient venus échouer sur cette berge. Francis et moi, nous sommes les seuls qui portions l'uniforme de la mobile de la Seine. Nos voisins de lit étaient d'assez gentils garçons, plus insignifiants, à vrai dire, les uns les autres. C'était pour la plupart des fils de paysans ou de fermiers, rappelés sous le drapeau lors de la déclaration de guerre. Tandis que j'enlève ma veste, arrive une sœur, si frêle, si jolie, que je ne puis me laisser de la regarder. Les beaux grands yeux, les longs cils blonds, les jolies dents. Elle me demande pourquoi j'ai quitté le lycée. Je lui explique en des phrases nébuleuses comment l'absence d'une pompe foulante m'a fait renvoyer du collège. Elle sourit doucement et me dit « Oh, monsieur le militaire, vous auriez pu nommer la chose par son nom. Nous sommes habitués à tout. » Je crois bien qu'elle devait être habituée à tout. La malheureuse, car les soldats ne se gênaient guère pour se livrer à d'indiscrètes propretés devant elle. Jamais d'ailleurs je ne la vis rougir. Elle passait entre eux, muette, les yeux baissés, semblait ne pas entendre les grossières facéties qui se débitaient autour d'elle. Dieu, m'a-t-elle gâtée. Je la vois encore, le matin, alors que le soleil cassait sur les dalles l'ombre des barreaux de fenêtres, s'avançait lentement. Au fond du corridor, les grandes ailes de son bonnet battant sur son visage. Elle arrivait près de mon lit, avec une assiette qui fumait et sur le bord de laquelle luisait son ongle bien taillé. La soupe est un peu claire ce matin, disait-elle, avec son joli sourire. Je vous apporte du chocolat. Mangez vite, pendant qu'il est chaud. Malgré les soins qu'elle me prodiguait, je m'ennuyais à mourir dans cet hôpital. Mon ami et moi, nous étions arrivés à ce degré d'abrutissement qui vous jette sur un lit, s'essayant à tuer, dans une somnolence de bête. Les longues heures des insupportables journées. Les seules distractions qui nous fussent offertes consistaient en un déjeuner et un dîner composé de bœuf bouilli, de pastèques, de pruneaux et d'un doigt de vin. Le tout en insuffisante quantité pour nourrir un homme. Grâce à ma simple politesse vis-à-vis des sœurs et aux étiquettes de pharmacie que j'écrivais pour elles, j'obtenais heureusement une côtelette de temps à autre et une poire cueillie dans le verger de l'hôpital. J'étais donc en somme le moins à plaindre de tous les soldats entassés pêle-mêle dans les salles. Mais les premiers jours, je ne parvenais même point à avaler ma pitance. Le matin, c'était l'heure de la visite et le docteur choisissait ce moment pour faire ses opérations. Le second jour, après mon arrivée, il fendit une cuisse du haut en bas. J'entendis un cri déchirant. Je fermai les yeux, pas assez cependant pour que je ne visse une pluie rouge s'éparpiller en larges gouttes sur son tablier. Ce matin-là, je ne pus manger. Peu à peu, cependant, je finis par m'aguerrir. Bientôt, je me contentais de détourner la tête et de préserver ma soupe. En attendant, la situation devenait intolérable. Nous avions essayé, mais en vain, de nous procurer des journaux et des livres. Nous nous en étions réduits à nous déguiser, à mettre pour rire la veste du hussard. Mais cette gaieté puérile s'éteignait vite et nous nous étirions. Toutes les 20 minutes, échangeant quelques mots, nous renfonçant la tête dans le traversin. Il n'y avait pas de grande conversation à tirer de nos camarades. Les deux artilleurs et le hussard étaient trop malades pour causer. Le dragon jurait des noms de Dieu sans parler, se levait à tout instant, enveloppé dans son grand manteau blanc et allait aux latrines dont il rapportait l'ordure gâchée par ses pieds nus. L'hôpital manquait de Thomas. Quelques-uns des plus malades avaient cependant sous leur lit une vieille casserole que les convalescents faisaient sauter comme des cuisinières, offrant, par plaisanterie, le ragoût aux sœurs. Restait donc seulement le soldat de la ligne, un malheureux garçon, épicier, père d'un enfant, rappelé sous les drapeaux, battu constamment par la fièvre, grelottant sous ses couvertures. Assis en tailleur sur nos lits, nous l'écoutions raconter la bataille où il s'était trouvé. Jeté près des Froschwiller, dans une plaine entourée de bois, il avait vu des lueurs rouges filer dans des bouquets de fumée blanche, et il avait baissé la tête, tremblant ahuri par la canonnade, effaré par le sifflet des balles. Il avait marché, mêlé au régiment, dans de la terre grasse, ne voyant aucun Prussien,
ne sachant où ils étaient, entendant à ses côtés des gémissements traversés par des cris brefs, puis les rangs des soldats placés devant lui s'étaient tout à coup retournés et dans la bousculade d'une fuite. Il avait été, sans savoir comment, jeté par terre. Il s'était relevé, s'était sauvé, abandonné son fusil et son sac, et à la fin, épuisé par les marches forcées subies depuis 8 jours. Exténué par la peur et affaibli par la faim, il s'était assis dans un fossé. Il était resté là, hébété, inerte, assourdi par le vacarme des obus, résolu à ne plus se défendre, à ne plus bouger. Puis il avait songé à sa femme, et pleurant, se demandant ce qu'il avait fait pour que l'on fît ainsi souffrir. Il avait ramassé, sans savoir pourquoi, une feuille d'arbre qu'il avait gardée et à laquelle il tenait, car nous le montrait souvent séché et ratatiné dans le fond de ses poches. Un officier était passé. Sur ses entrefaites, le revolver au poing, l'avait traité de lâche et menaçait de lui casser la tête s'il ne marchait pas. Il avait dit « J'aime mieux ça. Ah, que ça finisse !» Mais l'officier, au moment où il le secouait pour le remettre sur ses jambes, s'était étalé, giclant le sang par la nuque. Alors la peur l'avait repris. Il s'était enfui et avait pu rejoindre une lointaine route, inondée de fuyards. Noirs de troupes, sillonnés d'attelages dont les cheveux emportés crevaient et broyaient les rangs. On était enfin parvenu à se mettre à l'abri. Le cri de trahison s'élevait des groupes. Deux vieux soldats paraissaient résolus encore, mais les recrues se refusaient à continuer. Qu'ils allaient se faire tuer, disaient-ils, en désignant les officiers. C'est leur métier à eux. Moi, j'ai des enfants. C'est pas l'État qui les nourrira si je suis mort. Et l'on enviait le sort des gens un peu blessés, des malades qui pouvaient se réfugier dans les ambulances. Ah, ce qu'on a peur et puis ce qu'on garde dans l'oreille la voix des gens qui appellent leur mère et demandent à boire, ajoutait-il tout frissonnant. Il se taisait et regardant le corridor d'un air ravi. Il reprenait. C'est égal, je suis bien heureux d'être ici. Et puis, comme cela, ma femme peut m'écrire. Il tirait de sa culotte des lettres, disant avec satisfaction. Le petit a écrit, voyez. Et il montrait au bas du papier, sous l'écriture pénible de sa femme, des bâtons formant une phrase dictée où il y avait des « j'embrasse papa » dans des pâtés d'encre. Nous écoutâmes 20 fois au moins cette histoire, et nous dûmes subir pendant de mortelles heures les rabâchages de cet homme enchanté de posséder un fils. Nous finissons par nous boucher les oreilles, et par tâcher de dormir pour ne plus l'entendre. Cette déplorable vie menaçait de se prolonger, quand un matin, Francis, qui, contrairement à son habitude, avait rôdé toute la journée de la veille dans la cour, me dit « Hé, Eugène, viens-tu respirer un peu l'air des champs ?» Je dresse l'oreille. « Il y a un préau, réservé aux fous, poursuit-il. Ce préau est vide. En grimpant sur le toit des cabanons, et c'est facile, grâce aux grilles qui garnissent les fenêtres, nous atteignons la crête du mur. Nous sautons et nous tombons dans la campagne. À 2 pas de ce mur s'ouvre l'une des portes d'Évreux. Qu'en dis-tu ? Je dis que je suis tout disposé à sortir. Mais comment ferons-nous pour rentrer ? Je n'en sais rien. Partons d'abord. Nous aviserons ensuite. Lève-toi, on va servir la soupe. Nous sautons sur le mur après. Je me lève. L'hôpital manquait d'eau, de sorte que j'en étais réduit à me débarbouiller avec de l'eau de Seltz, que la sœur m'avait fait avoir. Je prends mon siphon. Je vise le peintre qui crie « Feu !» Je presse la détente, la décharge lui arrive en pleine figure. Je me pose à mon tour devant lui. Je reçois le jet dans la barbe. Je me frotte le nez. Avec la mousse, je m'essuie. Nous sommes prêts. Nous descendons. Le préau est désert. Nous escaladons le mur. Francis prend son élan et saute. Je suis assis à califourchon sur la crête. Je jette un regard rapide autour de moi. En bas, un fossé et de l'herbe. À droite, une des portes de la ville. Au loin, une forêt qui moutonne et enlève ses déchirures d'or rouge sur une bande de bleu pâle. Je suis debout. J'entends du bruit dans la cour. Je saute. Nous rasons les murailles. Nous sommes dans Évreux. Et si nous mangions ? Adopté.
Chemin faisant, à la recherche d'un gîte, nous apercevons deux petites femmes qui tortillent des hanches. Nous les suivons et leur offrons à déjeuner. Elles refusent, nous insistons. Elles répondent non, plus mollement. Nous insistons encore. Elles disent oui. Nous allons chez elles avec un pâté, des bouteilles, des œufs, un poulet froid. Ça nous paraît drôle de nous trouver dans une chambre claire, tendue de papier, mouchetée de fleurs lilas et feuillées de verre. Il y a aux croisées des rideaux en damas groseille, une glace sur la cheminée, une gravure représentant un Christ embêté par des pharisiens, 6 chaises en merisier, une table ronde avec une toile cirée montrant les rois de France, un lit pourvu d'un édredon de percale rose. Nous dressons la table, nous regardons d'un œil goulu les filles qui tournent autour. Le couvert est long à mettre, car nous les arrêtons au passage pour les embrasser. Elles sont laides, des bêtes, du reste. Mais qu'est-ce que ça nous fait? Il y a si longtemps que nous n'avons flairé de la bouche de femme. Je découpe le poulet, les bouchons sautent, nous buvons comme des chantres et bafferons comme des ogres. Le café fume dans les tasses, nous le dorons avec du cognac. Ma tristesse s'envole, le punch s'allume, les flammes bleues du kirsch voltigent dans le saladier qui crépite. Les filles rigolent, les cheveux dans les yeux et les seins fouillés. Soudain, 4 coups sonnent lentement au cadran de l'église. Il est 4 heures. Et l'hôpital? Seigneur Dieu! Nous l'avions oublié. Je deviens pâle. Francis me regarde avec effroi. Nous nous arrachons des bras de nos hôtesses. Nous sortons au plus vite. Comment rentrer? Dit le peintre. Hélas, nous n'avons pas le choix. Nous arrivons à grande peine pour l'heure de la soupe. À la grâce de Dieu, filons par la grande porte. Nous arrivons, nous sonnons. La sœur concierge vient nous ouvrir et reste ébahie. Nous la saluons et je dis assez haut pour être entendu d'elle. Sais-tu, dis donc, qu'ils ne sont pas aimables à l'intendance. Le gros surtout nous a reçus plus ou moins poliment. La sœur ne souffle mot. Nous courons au galop vers la chambrée, et il était temps. J'entendais la voix de sœur Angèle qui distribuait les rations. Je me couche le plus vite sur mon lit. Je dissimule avec la main un suçon que ma belle m'a posé le long du cou. La sœur me regarde, trouve à mes yeux un éclat inaccoutumé, et me dit avec intérêt. Souffrez-vous davantage? Je la rassure et lui réponds. Au contraire, je vais mieux, ma sœur, mais cette oisiveté de cet emprisonnement me tue. Quand je lui exprimais l'effroyable ennui que j'éprouvais, perdu dans cette troupe au fond d'une province loin des miens. Elle ne répondait pas, mais ses lèvres se serraient, ses yeux prenaient une indéfinissable expression de mélancolie et de pitié. Un jour, pourtant, elle m'avait dit d'un ton sec. « Oh, la liberté ne vous voudrait bien. Faisant allusion à une conversation qu'elle avait surprise entre Francis et moi, discutant sur les joyeux appâts des Parisiennes. Puis elle s'était adoucie et avait ajouté avec sa petite moue charmante. « Vous n'êtes vraiment pas sérieux, monsieur le militaire ?» Le lendemain matin, nous convenons, le peintre et moi, qu'aussitôt la soupe avalée, nous escaladerons de nouveau les murs. À l'heure dite, nous rôdons autour du préau. La porte est fermée. Bast, tant pis, dit Francis. En avant. Et il se dirige vers la grande porte de l'hôpital. Je le suis. La sœur Tourière nous demande où nous allons. À l'intendance. La porte s'ouvre. Nous sommes dehors. Arrivés sur la grande place de la ville, en face de l'église, j'avise, tandis que nous contemplions les sculptures du porche, un gros monsieur, une fade de lune rouge hérissée de moustaches blanches, qui nous regardait avec étonnement. Nous le dévisagions à notre tour, effrontément, et nous poursuivions notre route. Francis mourait de soif. Nous entrons dans un café, et tout en dégustant ma demi-tasse, je jette les yeux sur le journal du pays. Et j'y trouve un nom qui me fait rêver. Je ne connaissais pas, à vrai dire, la personne qui le portait, mais ce nom rappelait en moi des souvenirs effacés depuis longtemps. Je me rappelais que l'un de mes amis avait un parent haut placé dans la ville d'Évreux. « Il faut absolument que je le voie, » dis-je au peintre. Je demande son adresse au cafetier. Il l'ignore. Je sors, je vais chez tous les boulangers
et chez tous les pharmaciens que je rencontre. Tout le monde mange du pain et boit des potions. Il est impossible que l'un de ces industriels ne connaisse pas l'adresse de Monsieur de Fréched. Je la trouve en effet. J'épousette ma vareuse, j'achète une cravate noire, des gants et je fais sonner doucement rue Chartraine, à la grille d'un hôtel qui dresse ses façades de briques et ses toitures d'ardoise dans les fouillis ensoleillés d'un parc. Un domestique m'introduit. Monsieur de Fréched est absent, mais madame est là. J'attends pendant quelques secondes, dans un salon. La portière se soulève et une vieille dame paraît. Elle a l'air si affable que je suis rassuré. Je lui explique en quelques mots qui je suis. Monsieur, me dit-elle avec un bon sourire, j'ai beaucoup entendu parler de votre famille. Je crois même avoir vu chez Madame Lezan, Madame votre mère, lors de mon dernier voyage à Paris. Vous êtes ici le bienvenu. Nous causons longuement. Moi, un peu gêné, dissimulant avec mon képi le suçon de mon cou, elle cherchant à me faire accepter de l'argent que je refuse. Voyons, me dit-elle, enfin. Je désire de tout mon cœur vous être utile. Que puis-je faire? Je lui réponds, mon Dieu, madame, si vous pouviez obtenir qu'on me renvoie à Paris, vous me rendriez un grand service. Les communications vont être prochainement interceptées. Si j'en crois les journaux, on parle d'un nouveau coup d'État et du renversement de l'Empire. J'ai grand besoin de retrouver ma mère, et surtout de ne pas me laisser faire prisonnier ici, si les Prussiens y viennent. Sur ces entrefaites, rentre Monsieur de Fréched. Il a mis en 2 mots au courant de la situation. Si vous voulez venir avec moi chez le médecin de l'hospice, me dit-il, nous n'avons pas de temps à perdre. Chez le médecin? Bon Dieu! Et comment lui expliquer ma sortie de l'hôpital? Je n'ose souffler mot, je suis mon protecteur me demandant comment tout cela va finir. Nous arrivons. Le docteur me regarde d'un air stupéfait. Je ne lui laisse pas le temps d'ouvrir la bouche, et je lui débite avec une prodigieuse volubilité un chapelet de jérémiade sur mes tristes positions. Monsieur de Fréched prend à son tour la parole et lui demande, en ma faveur, un congé de convalescence de 2 mois. Monsieur est en effet assez malade, dit le médecin, pour avoir droit à 2 mois de repos. Si mes collègues et si le général partagent ma manière de voir, votre protégé pourra sous peu de jours retourner à Paris. C'est bien, réplique monsieur de Fréched. Je vous remercie. Docteur, je parlerai ce soir même au général. Nous sommes dans la rue. Je pousse un soupir de soulagement. Je serre la main de l'excellent homme qui veut bien s'intéresser à moi. Je cours à la recherche de Francis. Nous n'avons que bien juste le temps de rentrer. Nous arrivons à la grille de l'hôpital. Francis sonne. Je salue la sœur. Elle m'arrête. Ne m'avez-vous pas dit ce matin que vous alliez à l'interdance? Mais certainement, ma sœur. Eh bien, le général sort d'ici. Allez voir le directeur et la sœur Angèle. Ils vous attendent. Vous leur expliquerez sans doute le but de vos visites à l'intendance. Nous remontons, tout penaud, l'escalier du dortoir. Sœur Angèle est là, et qui m'attend et qui me dit « Jamais je n'aurais cru pareille chose. Vous avez couru par toute la ville hier et aujourd'hui. Et Dieu sait la vie que vous avez menée. » « Oh, par exemple, m'écriai-je. Elle me regarda si fixement que je ne soufflai plus mot. Toujours est-il, poursuivit-elle, que le général vous a rencontré aujourd'hui même sur la grande place. J'ai nié que vous fussiez sorti, et je vous ai cherché par tout l'hôpital. Le général avait raison, vous n'étiez pas ici. Il m'a demandé vos noms, j'ai donné celui de l'un d'entre vous. J'ai refusé de livrer l'autre, et j'ai eu tort, bien certainement car vous ne le méritez pas. Oh, combien je vous remercie, ma sœur. Mais sœur Angèle ne m'écoutait pas, elle était indignée de ma conduite. Je n'avais qu'un parti à prendre, me taire et recevoir l'averse sans même tenter de me mettre à l'abri. Pendant ce temps, Francis était appelé chez le directeur, et comme je ne sais pourquoi on le soupçonnait de me débaucher, et qu'il était d'ailleurs à cause de ses gouilleleries au plus mal avec le médecin et avec les sœurs, il lui fut annoncé qu'elle partirait le lendemain pour rejoindre son corps. Les drôlesses chez lesquelles nous avons déjeuné hier sont des filles en cartes
qui nous ont vendus, m'affirmait-il, furieux. C'est le directeur lui-même qui me l'a dit. Tandis que nous maudissions ces coquines et que nous déplorions notre uniforme qui nous faisait si facilement reconnaître, le bruit court que l'empereur est prisonnier et que la République est proclamée à Paris. Je donne 1 franc à un vieillard qui pouvait sortir et qui me rapporte un numéro du Gaulois. La nouvelle vraie. L'hôpital exulte. Enfoncé, badingue, c'est pas trop tôt. V'là la guerre qui est enfin finie. Le lendemain matin, Francis et moi, nous nous embrassons, et il part. À bientôt, me criait-il en fermant la grille, et rendez-vous à Paris. Oh, les journées qui suivirent ce jour-là, quelle souffrance, quel abandon, impossible de sortir de l'hôpital. Une sentinelle se promenait, en mon honneur, de long en large devant la porte. J'eus cependant le courage de ne pas m'essayer à dormir. Je me promenais comme une bête encagée dans le préau. Je rôdais ainsi 12 heures durant, je connaissais ma prison dans ses moindres coins. Je savais les endroits où les pariétaires et la mousse poussaient, les pans de murailles qui réfléchissaient en se lézardant. Le dégoût de mon corridor, de mon grabat aplati comme une galette, de mon guigneux, de mon linge pourri de crasse, m'était venu. Je vivais isolé, ne parlant à personne, battant à coups de pied les cailloux de la cour, errant comme une âme à peine sous les arcades badigeonnées d'ocre jaune ainsi que les salles, revenant à la grille d'entrée surmontée d'un drapeau, montrant au premier où était ma couche, descendant au bas où la cuisine étincelait, mettant les éclairs de son cuivre rouge dans la nudité blafarde de la pièce. Je me rongeais les poings d'impatience, regardais à certaines heures les valets et venus des civils et les soldats mêlés, passant et repassant à tous les étages, emplissant les galeries de leur marche lente. Je n'avais plus la force de me soustraire aux poursuites des sœurs qui nous rabattaient le dimanche dans la chapelle. Je devenais monomane. Une idée fixe me hantait. Fuir au plus vite cette lamentable géole. Avec cela, des ennuis d'argent m'opprimaient. Ma mère m'avait adressé 100 francs à Dunkerque, où je devais me trouver, paraît-il. Cet argent me revenait point. Je vis le moment où je n'aurais plus un sou pour acheter du tabac ou du papier. En attendant, les jours se suivaient. Les 2 Fréched semblaient m'avoir oublié, et j'attribuais leur silence à mes escapades, qu'ils avaient sans doute apprises. Bientôt, à toutes ces angoisses, vinrent s'ajouter d'horribles douleurs, mal soignées et exaspérées par des prétentaines que j'avais courues. Mes entrailles flambaient. Je souffris tellement que j'en vins à craindre de ne plus pouvoir supporter le voyage. Je dissimulais mes souffrances, craignant que le médecin ne me forçât à demeurer plus longtemps à l'hôpital. Je gardai le lit quelques jours. Puis, comme je sentais mes forces diminuer, j'ai voulu me lever quand même et je descendis dans la cour. Sœur Angèle ne me parlait plus. Et le soir, alors qu'elle faisait sa ronde dans les corridors et les chambrées, se détournant pour ne point voir le point de feu des pipes qui scintillaient dans l'ombre, elle passait devant moi, indifférente, froide, détournant les yeux. Une matinée, cependant, comme je me traînais dans la cour et m'affaissais sur tous les bancs, elle me vit si changée, si pâle, qu'elle ne put se défendre d'un mouvement de compassion. Le soir après qu'elle eut terminé sa visite des dortoirs, je m'étais accoudé sur mon traversin, et les yeux grands ouverts, je regardais les traînées bleuâtres que la lune jetait par les fenêtres du couloir. Quand la porte du fond s'ouvrit de nouveau, et j'aperçus tantôt baigné de vapeur d'argent, tantôt sombre et comme vêtue d'un crêpe noir, selon qu'elle passait devant les croisées ou devant les murs. Sœur Angèle qui venait à moi. Elle souriait doucement. Demain matin, me dit-elle, vous passerez la visite des médecins. J'ai vu madame de Fréched aujourd'hui. Il est probable que vous partirez dans 2 ou 3 jours pour Paris. Je fais un saut à mon lit. Ma figure s'éclaire. Je voudrais pouvoir sauter et chanter. Jamais je ne fus plus heureux. Le matin se lève, je m'habille, et inquiet cependant, je me dirige vers la salle où siège une réunion d'officiers et de médecins. Un à un, les soldats étalaient des torses creusés de trous ou bouquetés de poils. Le général se grattait un ongle. Le colonel de la gendarmerie s'éventait avec un papier. Les praticiens causaient en palpant les hommes. Mon tour arrive enfin.
On m'examine des pieds à la tête. On me pèse sur le ventre qui est gonflé et tendu comme un ballon. Et à l'unanimité des voix, le conseil m'accorde un congé de convalescence de 60 jours. Je vais enfin revoir ma mère, retrouver mes bibelots, mes livres. Je ne sens plus ce fer rouge qui me brûle les entrailles. Je saute comme un cabri. J'annonce à ma famille la bonne nouvelle. Ma mère s'écrie, lettre sur lettre, s'étonnant que je n'arrive point. Hélas, mon congé doit être visé à la division de Rouen. Il revient après 5 jours. Je suis en règle, je vais trouver sœur Angèle. Je la prie de m'obtenir, avant l'heure fixée pour mon départ, une permission de sortie afin d'aller remercier les 2 Fréchèdes qui ont été si bons pour moi. Elle va trouver le directeur et me la rapporte. Je cours chez ces braves gens, qui me forcent à accepter un foulard et 50 francs pour la route. Je vais chercher ma feuille à l'intendance. Je rentre à l'hospice. Je n'ai plus que quelques minutes à moi. Je me mets en quête de sœur Angèle, que je trouve dans le jardin, et je lui dis tout ému. « Oh, chère sœur, je pars. Comment pourrais-je jamais m'acquitter envers vous ?» Je lui prends la main qu'elle veut retirer, et je la porte à mes lèvres. Elle devient rouge. « Adieu, murmure-t-elle, et me menaçant du doigt, elle ajoute gaiement, « Soyez sage, et surtout, ne faites pas de mauvaises rencontres en route. » « Oh, ne craignez rien, ma sœur, je vous le promets. » L'heure sonne, la porte s'ouvre, je me précipite vers la gare. Je saute dans un wagon, le train s'ébranle. J'ai quitté Évreux. La voiture est à moitié pleine, mais j'occupe heureusement l'une des encoignures. Je mets le nez à la fenêtre, je vois quelques arbres écimés, quelques bouts de collines qui serpentent au loin et un pont enjambant une grande mare qui scintille au soleil comme un éclat de vitre. Tout cela n'est pas bien joyeux. Je me renfonce dans mon coin, regardant parfois les fils du télégraphe qui règlent l'outre-mer de leurs lignes noires. Quand le terrain s'arrête, les voyageurs qui m'entourent descendent, la portière se ferme, puis s'ouvre à nouveau et livre passage à une jeune femme. Tandis qu'elle s'assit et défripe sa robe, j'entrevois sa figure sous l'envolée du voile. Elle est charmante avec ses yeux pleins de bleu ciel, ses lèvres tachées de pourpre, ses dents blanches, ses cheveux couleur de maïs mûr. J'engage la conversation. Elle s'appelle Reine et brode des fleurs. Nous causons en amis. Soudain, elle devient pâle et va s'évanouir. J'ouvre les lucarnes, je lui tends un flacon de celle que j'ai emportée lors de mon départ de Paris à tout hasard. Elle me remercie. « Ce ne sera rien, » dit-elle, et elle s'appuie sur mon sac pour tâcher de dormir. Heureusement que nous sommes seuls dans le compartiment, mais la barrière de bois qui sépare, en tranches égales, la caisse de la voiture ne s'élève qu'à mi-corps. Et l'on voit et surtout on entend les clameurs et les gros rires des paysans et des paysannes. Je les aurais battus de mon cœur, ces imbéciles qui troublaient son sommeil. Je me contentais d'écouter les médiocres aperçus qu'ils échangeaient sur la politique. J'en ai vite assez. Je me bouche les oreilles, j'essaye moi aussi de dormir. Mais cette phrase qui a été dite par le chef de la dernière station. Vous n'arriverez pas à Paris. La voie est coupée à Mantes. Revient dans toutes mes rêveries comme un refrain entêté. J'ouvre les yeux, ma voisine se réveille, elle aussi. Je ne veux pas lui faire partager mes craintes. Nous causons à voix basse. Elle m'apprend qu'elle va rejoindre sa mère à Sèvres. Mais, lui dis-je, le train n'entrera guère dans Paris, avant 11 heures du soir, vous n'aurez jamais le temps de regagner l'embarcadère de la rive gauche. Comment faire, dit-elle, si mon frère n'est pas en bas à l'arrivée ? Oh misère, je suis sale comme un peigne, et mon ventre brûle. Je ne puis songer à l'emmener dans mon logement de garçon. Et puis, je veux avant tout aller chez ma mère. Que faire ? Je regarde Reine avec angoisse. Je prends sa main. À ce moment, le train change de voie. La secousse la jette en avant. Nos lèvres sont proches. Elle se touche. J'appuie les miennes bien vite. Elle devient rouge. Seigneur Dieu ! Sa bouche remue imperceptiblement. Elle me rend mon baiser. Un long frisson me court sur l'échine. Au contact de ses braises ardentes, je me sens défaillir. Ah, sœur Angèle, on ne peut se refaire. Et le train surgit. Et le train rugit. Et roule sans ralentir sa marche. Nous filons à toute vapeur sur Mantes. Mes craintes sont vaines. La voie est libre. Reine ferme à demi ses yeux. Sa tête tombe sur mon épaule. Ses petits frissons s'en mêlent dans ma barbe et me chatouillent les lèvres.
Je soutiens sa taille qui ploie et je la berce. Paris n'est pas loin. Nous passons devant les docks à marchandises, devant les rotondes où grondent, dans une vapeur rouge, les machines en chauffent. Le train s'arrête. On prend les billets. Tout bien réfléchi, je conduirai d'abord Reine dans mon logement de garçon, pourvu que son frère ne l'attende pas à l'arrivée. Nous descendons des voitures. Son frère est là. Dans 5 jours, me dit-elle dans un baiser, et le bel oiseau s'envole. 5 jours après, j'étais dans mon lit atrocement malade, et les Prussiens occupaient Sèvres. Jamais plus, depuis, je ne l'ai revu. J'ai le cœur serré. Je pousse un gros soupir. Ce n'est pourtant pas le moment d'être triste. Je cahote maintenant dans un fiacre. Je reconnais mon quartier. J'arrive devant la maison de ma mère. Je grimpe les escaliers 4 à 4. Je sonne précipitamment. La bonne ouvre. C'est monsieur. Et elle court prévenir ma mère qui s'élance à ma rencontre. Devient pâle, m'embrasse, me regarde des pieds à la tête, s'éloigne un peu, me regarde encore et m'embrasse de nouveau. Pendant ce temps, la bonne a dévalisé le buffet. Vous devez avoir faim, monsieur Eugène. Je crois bien que j'ai faim. Je dévore tout ce qu'on me donne. J'avale de grands verres de vin. À vrai dire, je ne sais ce que je mange et ce que je bois. Je retourne enfin chez moi pour me coucher. Je retrouve mon logement tel que je l'ai laissé. Je le parcours, radieux, puis je m'assis sur le divan et je reste là, extasié, béat, m'emplissant les yeux de la vue de mes bibelots et de mes livres. Je me déshabille, pourtant je me nettoie à grande eau, songeant que pour la première fois depuis des mois, je vais entrer dans un lit propre avec des pieds blancs et des ongles faits. Je saute sur le sommier qui bondit. Je m'enfouis la tête dans la plume, mes yeux se ferment. Je vogue à peine voile dans le pays du rêve. Il me semble voir Francis qui allume sa vaste pipe de bois. C'est Angèle qui me considère avec sa petite moue, puis Reine s'avance vers moi. Je me réveille en sursaut. Je me traite d'imbécile et me renfonce dans les oreillers. Mais les douleurs d'entrailles à un moment domptées se réveillent maintenant que les nerfs sont moins tendus, et je me frotte doucement le ventre, pensant que toute l'horreur de la dysenterie qu'on traîne dans les lieux où tout le monde opère, sans pudeur ensemble, n'est enfin plus. Je suis chez moi, dans des cabinets à moi, et je me dis qu'il faut avoir vécu dans la promiscuité des hospices et des camps pour apprécier la valeur d'une cuvette d'eau, pour savourer la solitude des endroits où l'on met culotte bas à l'aise.